Roméo, Oui, moi je vais revenir juste sur la phrase que vous avez dit. Laissons de côté pour le moment Nicolas de Cuse, mais pour répondre quand même à la question, pourquoi il y a une coïncidence des opposés chez lui? Parce que tout est dans tout. Dans l'infini, tout est infini. Dans l'un, tout est un. Et donc, là où s'opposent l'être et le non-être, c'est en dehors de l'un. En dehors de l'un, tout devient duel. Dès qu'on sort de l'un, c'est la division qui l'emporte, la dualité. Hein. La première dualité, c'est déjà entre l'être et le non-être, en dehors de l'un. Hein. Et c'est pourquoi cette pensée profonde et intelligente de Nicolas Lecuse consiste à parler de la coïncidence des contraires, en effet, qu'il s'agit de dépasser. Et que les contraires cesseront d'être des contraires dans l'un où tout est un. D'accord? Mais c'est un philosophe de l'un, c'est un métaphysicien de l'un, ce n'est pas un métaphysicien de l'être. Je vois, parce que là c'est vraiment l'idée de tout unifier en fait. Ah oui, mais comme je disais tout à l'heure, tout est infini dans l'infini, hein, tout est un dans l'un, tout est dans tout, hein, et il n'y a plus de place, enfin, c'est bien le problème parménidien aussi de l'être un, hein, c'est qu'il n'y a plus de place pour le multiple, hein, et si je veux justifier cette multiplicité, je dois justifier la coïncidence des contraires. Quoi. Je dois justifier que, en effet, tout ce qui s'oppose à tout s'oppose à tout en dehors de l'un. Mais dans l'un, rien ne s'oppose. Ça, c'est très bien étudié chez Nicolas Lecuse, dans la Dox Ignorance. Et si ça vous intéresse, vous savez que j'ai traduit et étudié Nicolas Lecuse et où j'ai expliqué toutes ces choses-là dans mes introductions aux œuvres de Nicolas. Hein. C'est quoi les titres du livre? C'est la Dox Ignorance, déjà. Okay. Et puis après, il y a beaucoup d'œuvres. Maintenant, vont sortir les opuscules. Ils devaient déjà sortir maintenant, là. Bon, ben, ce qui est intéressant, c'est de savoir que... Alors, vous savez que j'ai derrière moi toute une pensée de derrière, comme dirait Pascal, c'est que Eckhart et Cuse sont, si vous voulez, à l'origine de la pensée moderne, avec Duns Scott et Occam. Hein. Duns Scott, Occam, Eckhart et Cuse, mais si vous voulez, quand on ira au fond des choses, vous comprendrez qu'en effet, une grande pensée, c'est une pensée déterminante de l'histoire. Et Hegel, Heidegger se réclame de Maître Eckhart. Heidegger se réclame en plus de Nicolas de Cuse. Bon, qu'est-ce que l'être pour Heidegger? Dans une version plotinienne, qui est la mienne, je veux dire, mon interprétation d'Heidegger, c'est que l'être, pour Heidegger, est une force, une intensité expulsive. Oui. Et lui-même, l'être, est l'effet d'une expulsion originaire, oui, d'une division originaire, d'un différé, et qui est justement la rupture au cœur de l'un, du même, de ce qui ne peut pas subsister. Et donc l'être surgit en dehors de l'un, ou surgit, oui, en dehors de toute unité possible. Il y a au début une différence, un différé, et l'être se transforme en force expulsive au cœur même du Dasein, hein, de l'être là, puisque l'essence du Dasein, le Wesen, ce qui rend présent l'être là, c'est cette force expulsante qui jette au dehors l'être là, qui fait que ce qui est l'essence même du Dasein, c'est le là, le da. C'est le fait que le Dasein se trouve là. Et donc, au terme de cette expulsion, où il n'y a plus rien à expulser, d'un être pour la mort, n'est-ce pas, qui s'épuise à sortir de soi. Et surtout, le Dasein a connu la déréliction aussi. Et alors après, on éprouve tout ça dans la déréliction, dans l'angoisse. Dans l'angoisse. Donc tout ça, après, ce sont les analyses phénoménologiques. La déchéance. La déchéance, le Verfallen, le rejet. C'est pourquoi je vous l'ai dit, c'est un plotinisme inversé ou incomplet, puisque
tout ce qui apparaît, surgit, c'est une phénoménologie ontologique, la pensée de Heidegger. Ce qui se présente là résulte d'une force expulsive qui finalement est donnée. Il y a quelque chose. En allemand, c'est es gibt. Es, c'est de l'anonyme. C'est du il, c'est du neutre. Cela donne. C'est quoi ce cela donne? Anonyme, impersonnel. C'est cette force expulsive. Et à un certain moment, une pensée se heurte ici à elle-même parce qu'elle doit être relayée par le mythe, par la métaphore. Et la pensée de Heidegger est métaphorique. Si vous voulez comprendre Heidegger, vous devez comprendre ses métaphores. Vous devez vous rendre compte qu'il parle et qu'il pense sous forme de métaphore. On y reviendra d'ailleurs. Donc, vous voyez, donc tout cela, il y a une logique donc de cette unité qui n'est pas l'unité sans l'être. L'unité sans l'être. C'est bien ce problème qui s'était posé à Platon dans son Parménide, quand il se pose la question de savoir si l'un, qui est l'idée des idées, le fondement de tout le savoir, est bien réel, c'est-à-dire si l'un est. Mais alors si l'un est, il n'est plus un, puisqu'il est, il est dual, il est un et il est. Donc si l'un est un, il n'est pas. Et donc là, c'est ce rien, à travers qu'essaye de dire un Derrida, par exemple, qui veut parler pour dire le rien, mais qui est acculé à ne rien dire. C'est ça le ressort. C'est pourquoi il y a une logique ici intéressante à développer, à saisir. Bon. Alors, revenons un peu en arrière. Donc, si l'être est laissé ipsum per se subsistens, un être par soi subsistant, et il est donc tout nécessairement ce qu'il est. Et alors, la question, je vous disais, qui se pose, c'est de savoir quel est le statut, en dehors de lui, de ces êtres créés, et qui se présentent à l'intellect, comme ce qui est. Et je vous disais que c'est ici que Thomas d'Aquin et Avicenne, à la suite d'Avicenne, mais avec des nuances, va distinguer l'être et l'essence dans les temps. Les temps, c'est ce qui se présente à l'intellect, mais qui se présente à l'intellect, non pas qui se présente à l'intellect de telle manière que l'intellect distingue ce qui est et l'être de ce qui est. Car l'intellect, en saisissant, par exemple, une pierre, ne devient pas pierre. C'est ce que dit Aristote aussi, n'est-ce pas? L'intellect, en saisissant la couleur rouge, ne devient pas rouge. Le rouge appartient à la chose rouge. Et l'intellect saisit, ce qui est rouge et qui se présente au sens aussi, il faut reconnaître. Mais pour Aristote a une conception illémorphique de l'être humain, par exemple, qui est composé d'un corps et d'une âme, si l'on veut, indissociables l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une matière sans forme et une forme sans matière. Et donc, le corps, en saisissant quelque chose de sensible avec les yeux du corps, n'empêche pas l'âme, l'esprit, l'intellect de saisir cette chose, mais de la saisir intellectuellement, conceptuellement. Mais il saisit quelque chose qui est en dehors de l'intellect, car les sens sont comme une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Sans l'apport des sens, l'intellect devrait vivre de sa propre vie. Et c'est bien ce qui se passe avec le sujet moderne. Au point que vous vous en souvenez, Descartes est obligé de prouver l'existence des choses. Descartes se trouve devant le ridicule de devoir prouver que ce qui existe existe. Parce que, pour lui, jusqu'alors, la seule chose concevable,
c'était ce que le sujet peut penser, comme étant un objet de pensée, et comme étant lui-même son propre objet de pensée. Je pense donc je suis signifie que le je suis s'identifie aux pensées, à la pensée. Ici, donc, il y a, à partir de ce moment-là, mais comme je vous l'ai dit, ça commence avec Scott, il y a une anthropologie qui apparaît où ce qui relève des sens relève d'une chute du corps dans le monde sensible et que l'intellect doit mendier au sens. Maintenant qu'il est coupé de la réalité sensible, il doit mendier au sens ce qu'il pourrait concevoir. Parce que, alors tout cela, vous le trouverez dans justement le numéro de Noésis consacré à Duns Scott, que je vous montrerai tout à l'heure. Bien, alors, donc l'être en soi, l'être ipsum, n'est pas l'être de tout ce qui est, car nous voyons que ce qui se présente à l'intellect n'existe pas nécessairement. Un phénix, par exemple, peut être conçu et défini, mais il n'existe pas. Il y a donc une distinction concevable entre l'essence et l'être dans un étant, c'est-à-dire l'acte d'être d'un étant et cet acte d'être déterminé, délimité par une essence qui le définit comme étant cet être-ci. Cette distinction caractérise les étangs contingents, qui ne sont pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont. On dit, ils ne sont pas nécessairement, et ils ne sont pas nécessairement ce qu'ils sont. Ils sont contingents, c'est bien le sens du mot contingent. Avicenne dira que l'être s'ajoute à l'essence de l'extérieur et se juxtapose à elle. Alors que saint Thomas ira dans ce sens, mais en précisant qu'il ne s'agit pas d'une juxtaposition, mais d'une composition, où l'être et l'essence ne sont jamais l'un sans l'autre. L'un n'est pas l'autre, mais l'un n'est jamais sans l'autre. Ils se distinguent dans les étangs finis sans se séparer et s'unissent sans se confondre. Une distinction plus fondamentale s'ensuit donc entre l'être même subsistant par soi, dont l'essence est d'être, et les étangs finis, contingents et changeants, sur lesquels il faudra revenir, et dans lesquels l'être et l'essence, donc, sont distincts. Ne pas reconnaître cette distinction entre l'être nécessaire, le nekesse-esse, ou le netchesse-esse, d'Avicenne, et les êtres contingents, serait s'engager à soutenir que l'être est tout univoquement, tout est, que tout flue, donc, en se diversifiant, comme les rhizomes de notre ami Deleuze, sous l'effet d'une force aveugle et mystifiée. Rien n'est vraiment et réellement de manière indivise. Tout se divise, sans cesse. Tout va dans tous les sens. Il n'y a plus... La totalité, c'est une ouverture, quoi. C'est à l'infini. Il n'y a plus de totalité. C'est un monisme, c'est-à-dire que au monisme statique des présocratiques, pour lesquels tout est en tout, Thalès disait que tout est plein de Dieu, à sa façon, à ce monisme statique se substitue un monisme dynamique où tout est rhizome. Tout est flux, et flux dans tous les sens, dans une dispersion, une division. Pour le monde grec, les dieux étaient de ce monde et le remplissaient. Aucun ne prétendait à la possession exclusive de l'être. Ils pouvaient, autrement dit, coexister. Mais il en va autrement pour le judéo-christianisme, qui reçoit la révélation
d'un Dieu créateur dont le nom exclusif est celui qui est. Il s'ensuit que si les choses sont, elles sont à titre d'être créées. Tout n'est donc pas Dieu, puisque tout n'est pas l'être, per se subsistens. Il y a des êtres, en dehors de l'être, qui sont des êtres déterminés par une essence. La révélation apporte donc à la raison une lumière, à la raison qui est en retard sur ses conclusions, car il est à la portée de la raison de conclure à l'existence des temps finis dont l'existence doit être justifiée comme venant ex nihilo. Il faut que la raison explique ce qui vient de rien. Et donc, de rien, rien ne peut sortir. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose? Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose? Vous voyez, donc, il y a là un éclairage qui permet à la raison de faire un bond en avant au Moyen-Âge. Le problème du statut ontologique des étangs finis ne laisse pas de se poser. La seule chose dont nous soyons certains est que rien de ce que nous voyons et connaissons n'a les caractères de l'être même per se subsistens. Les corps, en effet, ne sont pas infinis et immuables, comme lui. Ils sont limités par une essence qui les détermine comme ce qu'ils sont, à savoir des étangs finis et changeants, et distincts les uns des autres. Affirmer que la somme de tous les étangs finis de l'univers constituerait l'unité de l'être infini, ce serait le considérer comme un tout unifié, un ensemble, un résultat, voire le terme d'une histoire, d'un rassemblement. Or, l'être n'est pas un tout parce qu'il n'a pas de partie. Il ne résulte donc pas d'une unification et n'a pas à se constituer en s'unifiant en un tout. L'être, autrement dit, n'est pas parce qu'il est un, il est un parce qu'il est, c'est-à-dire indivisible, sans partie, sans partie. C'est donc intéressant de voir que la division doit être justifiée. C'est-à-dire que la multiplication des étangs ne doit pas être une division de l'être même per se subsistens, parce qu'il est un. Et avoir conçu l'unité indépendamment de l'être comme indivisibilité en soi a interdit la pensée l'accès au multiple, la justification d'un monde multiple. Parce que cette multiplicité sans unité est chaotique, nécessairement, inintelligible et injustifiable, puisque rien ne peut arrêter cette division. C'est pourquoi Aristote disait ananke stena, il faut arrêter l'acte de diviser. Parce que si on divise toujours, il y aura, rien ne résiste à cette division. Or, ce qui résiste à la division, c'est le fait qu'il y ait quelque chose, une substance qui tient, qui est un barrage, si on peut dire, à la division, par son unité, qui est une res, une chose, la res, résiste à la division. Donc c'est une évidence que l'univers entier est constitué d'étangs finis, en mouvement. Le mérite de la science est de pouvoir donner de ce monde en mouvement une mesure précise permettant de situer avec exactitude les astres dans leur course. Mais ce qui se meut
échange, devient, échanger, c'est devenir ce que l'on n'était pas. Ce qui est en mouvement ne se réduit pas à du délocalisable. Le devenir soulève, à vrai dire, la question du savoir comment ce qui est maintenant et ce qui était tout à l'heure. Ce qu'Aristote a exprimé en une formule énigmatique, to ti en einai, que les latins traduiront quid erat esse, littéralement ce qui était être. C'est précisément parce que le monde éternel, la physis, ne peut commencer, pour un grec, ni cesser d'être, que le stagérite a divisé être en puissance et en être en acte, et expliqué le changement comme un passage de ce qui est en puissance à ce qui est en acte. Ainsi, ce qui est maintenant en acte était tout à l'heure en puissance. Cette division de l'être en puissance et en être en acte offre l'avantage de ne pas expliquer ce passage comme le passage du non-être à l'être. Il n'est pas davantage une succession d'états d'un mobile se déplaçant comme ces images en arrêt qui s'alignent sur un écran où est morcelé le vol d'un oiseau. Vous vous souvenez de l'image que donne Bergson pour expliquer le temps, la durée. Comme ces images en arrêt qui s'alignent donc sur un écran où est morcelé le vol d'un oiseau, Zénon d'Élée, le disciple de Parménide, s'est servi d'un argument de ce genre pour conclure que le mouvement n'existe pas, car le mouvement est à ses yeux un changement qui implique l'être de la chose. C'est toujours substantiel, c'est toujours réel. Chez eux, il y a toujours un sens du réel. Il est toujours le mouvement de quelque chose qui est changé. Ce n'est pas passer d'un état à un autre, comme un corps se déplaçant d'un lieu à un autre, en cessant d'être ce qu'il est. Le changement ne se réduit pas au seul déplacement local d'un mobile, il marque la possibilité intrinsèque de cesser d'être ce que l'on est en cessant d'être tout court. Or, avons-nous vu, l'impossibilité de ne pas être s'est exprimée comme une nécessité sous la forme des éléments de la nature pour les présocratiques. L'eau, l'air, le feu, la terre. Celle de l'idée, l'aidos pour Platon. L'énergeia, l'acte, comme acte de pensée pour Aristote. De l'un comme acte fécond pour Plotin. Elle s'affirmera au XIIIe siècle chez Thomas d'Aquin comme la plénitude de l'acte d'être, de l'essai même subsistant par soi. L'essai ipsum subsistens per se. Jusqu'alors, les étangs finis et changeants étaient considérés comme ce qui surgit et décline, soumis à la génération et à la corruption, c'est-à-dire comme des modes d'être d'un monde éternel. Au Moyen-Âge, ils seront considérés comme contingents, c'est-à-dire comme ayant pu ne pas être. Et nous verrons que les philosophes musulmans joueront un rôle important aussi jusqu'au XIe siècle, jusqu'au XIe, XIIe siècle, pour développer cette problématique. Les philosophes médiévaux recourront à la distinction analysée par Severinus Boëtius, mort en 524, c'est la fin de l'Antiquité, le dernier des Romains, comme on l'appelle, et le premier des médiévaux. De même qu'on appellera Nicolas de Cuse le dernier des médiévaux et le premier des modernes.
de sorte que l'on peut encadrer cette histoire du Moyen-Âge entre Boès et Nicolas de Cuse, comme on fera. Donc les philosophes médiévaux, en particulier Thomas d'Aquin, va recourir à cette distinction opérée par Boès entre quod est, ce qui est, et quo est, ce par quoi cela est. Il distingue donc ce qui est et l'être de ce qui est, l'essence et l'être, dans les étangs finis, en opposant ceux-ci à l'être même, dont l'essence est d'être. À partir de là, le changement cesse de signifier la contingence des modes d'être de ce qui est pour signifier la contingence radicale de l'être de ce qui est. Tout ce qui est pourrait en effet ne pas être. Cette contingence radicale de tout ce qui est constitue une nouveauté et justifie la question de l'origine de l'être de ce qui est. Le problème qui se pose désormais est celui de l'origine radicale des choses. Rerum originatione radicali, conférant toute sa portée à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Donc, on va développer tout cela.